Espace 2. Bonjour. Aujourd'hui encore, nous redécouvrons la musique de Piotr Ilyich Tchaïkovski, en l'occurrence son opéra Tcherevichki. Soyez les bienvenus. Папа, ей назло, повезло, повезло. Меня черту не догнать, не догнать, не догнать, не догнать. А я буду подгонять, 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 подгонять. Я по всем мои кота, молока, молока. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Là, ce qu'on entend, c'est ce qu'on écoutait déjà hier, c'est Soloka, une sorcière ou apparentée, en tout cas, elle a commerce avec le diable, ou apparentée, on les laissait sur un toit, il y avait le clair de lune, et puis ces deux-là commençaient de prendre leur balai pour une chevauchée dont vous nous disiez à quel point, hier, elle pouvait avoir des connotations sexuelles, Bertrand Roulet. Très très franchement. Ouais. Soloka, qui est une sorcière, qui est la mère de Vakula, qui lui est un forgeron. On s'est bien rendu compte hier à quel point la force vitale coulait en lui, une force toute simple peut-être. Forgeron qui a peint une image insultante du diable sur l'église du village. Hein. On en est là, dans ce Tcherevichki, dans cet opéra, à découvrir vraiment de Tchaïkovski, d'après la nouvelle de Gogol. Bertrand Roulet. Un diable qui est plutôt comme un lutin qui personnifie une libido débridée, avec une musique qui a l'air se baser sur une manière, au fond, très courante dans bien des opéras connus, de donner de l'agitation, de l'animation à de simples surfaces harmoniques, où on branche le jacuzzi suivant pour... Ah, voilà, on est désormais à cette il y a différentes variantes. Oui, il y en a qui font. Mais ce que je veux dire, c'est que Tchaïkovski le fait d'une façon délibérée au deuxième degré. Parce que quand le diable s'exprime en disant « mais elle m'a mis dans tous mes états », on a le thème qu'on vient d'entendre, toujours avec ce rythme, mais avec dans un mode lydien. Écoutez cette harmonie. Alors, on a ensuite à nu pour dire « elle m'a excité ». Et on a même encore une couche encore plus reptilienne, juste « Oui. Donc on démonte vraiment la machine. Et ensuite, on passe d'une mesure à 2. Donc 1, 2, 1, 2... Donc ça, c'est ce que fait l'orchestre. Et puis, le chant suit des pulsations différentes. Donc, comme une sorte de swing. Qu'on va écouter maintenant. Et que je vous commenterai brièvement. La timbale, écoutez bien. Я и забыл, зачем из пекла я втихомолку сюда пробрался. Сын этой ведьмы, кузнец Вакула, мне насолил, мою фигуру намалевал, да так проклятый намалевал. Il raconte qu'il est la risée des autres diables depuis cette caricature. Donc le dessin qu'a fait Vakula sur l'église. Il faut maintenant qu'il se venge, puisqu'il sait que Vakula est amoureux d'Oksana. Oui. Il va déchaîner une tempête pour que le père d'Oksana reste à la maison et n'aille pas au bistrot. Choub. Et qu'il fiche une rossée à Vakula. C'est le but, hein. Cette fiche une rossée à Vakula, le fils de Soloka, qu'il est en train de gentiment séduire. Oui. Alors on arrive sur une quinte archaïque, par une modulation savoureuse, et il invoque les vents tempétueux et les blizzards hivernaux. Débarrassez-vous de vos chaînes gelées, précipitez-vous sur les steppes.
qu'il y ait tellement de neige et la musique peu à peu est ensevelie. Vous entendez ces gammes qui montent. Maintenant, ce sont les basses. On a l'impression qu'elles compriment la musique, qu'elles compriment les aigus. Et voilà maintenant l'extériorisation de toutes les forces instinctives dans cette tempête. Soloka a allumé son feu, elle va sortir par la cheminée, elle va jaillir de cette cheminée sur son balai en disant qu'elle va s'envoler vers les étoiles, ce qui est une façon de dire les choses. Oui, partir au 7e ciel. Oui, exactement. Un thème de la tempête dont je vous parlerai. C'est comme le langage du vent. Et on les voit passer. On la voit passer avec son balai et le diable qui lui court après. C'est le cas qui ne sait pas que le diable en a après son fils, Vakula. Non, mais ça la préoccupe pas tellement. Parce que maintenant, ce qu'on a, c'est vraiment le pendant, je veux dire, de toute la naïveté qu'on avait au début de l'ouverture, avec ce genre de motif. Dans ce déchaînement de force instinctive qui est représenté par cette tempête sous forme extérieure. Il y a une sorte de jubilation dans le fait de déchaîner ce chaos. Et puis, si maintenant, ça c'est juste la progression des aigus. Maintenant, j'aime beaucoup cette irrégularité. Et alors évidemment, cette idée, cette représentation de la tempête, ça permet d'opposer justement des harmonies archaïques et simples, et puis un débordement, un halo neigeux et tempétueux. Voilà le chant de ces esprits du vent et de la tempête déchaînés. Je ne veux pas trop la noyer non plus dans la pédale, il faut qu'on écoute... C'est vraiment l'harmonie est complètement ensevelie. C'est vraiment le royaume du chromatisme. Tchaïkovski utilise ensuite une gamme de tons entiers. On est dans un système qui, croit-on, lit-on, est l'apanage de Debussy. Et il l'utilise vraiment tellement franchement. Là, nous sommes en 1874 oui. Pour la création de cet ouvrage, pour l'écriture de cet ouvrage. J'ai remarqué un phénomène harmonique que je trouve assez captivant, c'est qu'on est tellement installé en fait dans ce système de tons entiers que lorsqu'on rencontre un accord, disons, plus habituel, plus consonant, celui-là, qu'on entend très souvent, cet accord de septième, plus courant que... Mais il paraît sortir du cadre et presque comme une certaine dissonance. Ici. Ça sonne presque de manière plus étonnante que... Si je faisais ça... Qui serait, oui. Un accord plus moderne, entre guillemets, ça fait moins d'effet que... Donc un accord consonant fait tâche, si on peut dire, dans ce système. Oui. Et alors là, on a une exploration de musique minimaliste, purement minérale, purement élémentaire. Pour figurer quoi ? Pour figurer le passage
d'une scène à une autre. C'est une danse, simplement des éléments. Donc l'extrême répétition a quelque chose de novateur. C'est vraiment essayer de décontextualiser un élément et de lui trouver un nouvel éclairage en lui donnant un aspect presque hypnotique. Mais on va retrouver maintenant chez Oksana nos intervalles, non pas chromatiques ou de ton entier, mais de nouveau. Donc cette candeur, cette fraîcheur bucolique. Oui, on sait ça depuis l'ouverture de cet opéra Tcherévitchki. Oksana et son côté très charmant, peut-être un peu futile. Ah, c'est vraiment une fille très très coquette et capricieuse. Oui. Elle est belle, elle le sait. Oui, elle le chante Et d'ailleurs. elle le fait payer aussi, Oui. d'une certaine façon. Et alors, comment Tchaïkovski va passer de ce chromatisme justement à revenir au pentatonisme? Ça, c'est très intéressant parce que donc on voit qu'il augmente les valeurs rythmiques. Peu à peu, c'est le ralentissement est écrit. Et puis là, maintenant, si on regarde bien la basse, ça provient en très très ralenti de ces éléments de ce que je vous ai joué avant. Mais alors là, il y a des harmonies, des accords chromatiques qui forcément, dès qu'on fait des beaux accords et que ça sonne bien et que c'est très chromatique, ça fait penser Ah, quelque chose. à l'homme au béret. Oui, c'est-à-dire à Wagner. Mais c'est toujours une invention quand même à Tchaïkovski partir... connaissait les partitions de Wagner. Oui, il disait qu'il ne l'aimait pas. Oui. Je ne pense pas qu'il le connaissait, qu'il le comprenait bien, mais il disait que s'il n'y avait pas eu Wagner, il aurait composé autrement. Donc ça veut dire qu'il avait lu ses partitions. Ça veut dire qu'il s'en était imprégné quand même d'une manière instinctive, d'une façon, je pense, au-delà même de ce qu'il pensait. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus wagnérien qu'il ne le croit. Mais comme être wagnérien, c'est toucher une forme d'universalité, donc forcément qu'il y a certains principes qui se recoupent. Tous les scientifiques ont quelque chose de newtonien ou d'einsteinien. En fait, ce que je veux dire avec ces accords, c'est qu'ils proviennent de cette invention à partir de ce motif en ralenti que je vais maintenant que je vais sortir. C'est ici. Donc c'est vraiment le ralentissement extrême et habillé de couleurs maintenant radicalement différentes qui nous préparent à la découverte de ce charmant personnage d'Oksana qui est décrit dans certains manuels comme un personnage qui serait trop sentimental et qui ne correspondrait pas, c'est pas assez rigolo tout de suite. Mais en fait, comme elle est la fille du paysan Tchoub, Oui. et que on ne voit pas sa mère, elle est en fait orpheline de mère, et pourquoi ne pas exprimer cet événement de son passé dans la constitution même de son personnage, et peut-être dans l'origine de son aspect capricieux. Et C'est comme ça que vous le sentez. Moi- vous nous le prouvez musicalement. je vais vous le prouver en me concentrant sur l'air principal, on pourrait dire, du personnage, bien que toute la musique soit intéressante de manière ininterrompue. Acte 1, scène 3. Donc un air qui commence avec une clarinette, rappelle encore des chromatismes de la tempête, puisque toutes les couches se chevauchent, c'est une sorte de tuilage à tout moment dans les développements de cet opéra. Ce n'est pas compartimenté. Il y a évidemment de temps en temps des airs qui s'achèvent. On peut même imaginer des applaudissements à certains moments, mais quand même la continuité est toujours... Alors voilà, elle se chante à elle-même. Un pommier poussait dans le jardin, il a fleuri, puis s'est fané.
Une mère chérissait sa fille, elle a préparé à affronter la vie, mais elle disparut, donc elle pense à sa mère. Maintenant, l'aspect justement plus mélancolique. Je pense que vous remarquez dans cette exécution pianistique qu'on n'a pas un fond standard d'accompagnement, mais vraiment un jeu de lignes très pur, un mélodisme de l'accompagnement. Quand la mélodie revient, c'est jamais toujours de la même manière. Il y a toujours maintenant on avait parlé dans l'ouverture de la seconde, du chromatisme. Là, ça donne justement un charme très particulier harmoniquement quand elle dit mère, ou que vous soyez, veillez sur moi. Vous voyez, je joue un petit peu fort ça, mais c'est pour montrer qu'il y a toujours plusieurs lignes à suivre. C'est intéressant du point de vue polyphonique. Pour tout vous dire, il m'est même arrivé de le jouer à l'orgue, à l'église, et ça sonne bien parce que c'est polyphonique. Oui, on se rend bien compte. Que ferait la voix à ce moment-là? Alors la voix, elle tient quand même la mélodie principale à la fin de ce qu'on pourrait appeler une partie A. Où est-ce que je l'entends? Chez vous, là? Dans la partie la plus aiguë. Et puis son extrême beauté fait qu'évidemment elle est très courtisée. C'est pour elle presque comme un poids. Il y a à la fois quelque chose de simple dans ce personnage. Il y a voilà un élan affectif, mais elle ne peut s'empêcher de s'admirer elle-même. Hein. Et c'est ta fille, tu la vois, c'est bien elle avec ses jolis yeux, ses tresses. Se dit-elle à elle-même. Se dit-elle en même temps comme si elle parlait à sa mère. Et peu à peu, on revient sur les éléments vestimentaires. Pour elle, c'est ce qui l'a fait rêver. Elle imagine peut-être une autre vie. Et puis, encore une fois, c'est peut-être un poids qui est lourd à porter, le fait d'être courtisée tout le temps. Et puis... La manière dont on revient justement au thème, ça c'est une partie B, c'est toujours aussi avec cette polyphonie. Plutôt que de trop parler, j'essaie uniquement de faire prendre conscience que quand on joue ça au piano, on voit très très bien que ça tient la route, on pourrait le jouer comme un super morceau de piano. Je comprends bien, il faudra quand même qu'on l'écoute au disque aussi avec la voix de la jeune fille et l'orchestre. Je vous ferai juste remarquer que quand le thème revient, on a l'impression que c'est un autre thème, parce qu'en fait c'est un contre-champ du contrepoint. Et la mélodie... Un contre-champ du contrepoint, je comprends pas. Oui, parce que la mélodie, elle est là. Là, je l'écrase. D'accord. Vous voyez que c'est toujours ce tissu. Et ce que j'apprécie énormément, c'est cette absence de schéma dans la fin des airs. La voix reste suspendue. Et puis c'est la clarinette qui continue comme une voix intérieure. Et ces accords ici, eh bien, ils vont servir de base à Vakula, puisqu'il viendra rendre visite à Oksana, et puis il va lui faire quelques déclarations. Son prétendant, donc, son fiancé, le forgeron. Et donc tout ça ne reste pas au hasard, on a toujours ce phénomène de tuilage d'un air à l'autre. Écoutons ça.
Cet air d'Oksana chantant sa propre beauté, tiré donc de Tcherevichki, cet opéra de Tchaïkovski, tiré de cette nouvelle de Gogol, dont vous m'incitez à lire justement ce dont il est question maintenant, Bertrand Roulet. Elle ne m'aime pas, se disait le forgeron. Le forgeron, c'est-à-dire Vakula, le prétendant d'Oksana. Elle ne m'aime pas, se disait le forgeron, baissant le nez. Elle s'amuse de tout et moi, je reste planté devant elle comme un imbécile sans pouvoir la quitter des yeux. Et je pourrais bien rester comme ça tout le temps, passer des heures à la regarder. Drôle de fille. Qu'en donnerais-je pas pour savoir ce qu'il y a dans son cœur et qui elle aime? Mais non, elle n'a besoin de personne, elle n'admire qu'elle-même, elle me tourmente. Pauvre de moi, et moi le chagrin me rend aveugle à tout le reste. Est-ce vrai que ta mère est sorcière? Dit Oksana. Et elle éclata de rire. Et le forgeron sentit que tout riait en lui. On eût dit que le rire de la jeune fille se répercutait instantanément dans son cœur et dans toutes les fibres de son corps qui avaient doucement tressailli. Et il fut pris de dépit à la pensée qu'il ne pouvait pas couvrir de baisers un visage au rire si délicieux, écrit Gogol. Délicieux, mais avec un caractère vraiment qu'on sent musicalement, hein. La rose et les épines aussi. Donc, je prends dans le corps de l'opéra un peu en dehors des airs principaux, comme le temps nous est tout de même compté, mais je pourrais tout vous jouer. Mais vous avez par exemple cette intervention de Vakula. Et le caractère d'Oksana, ça se passe de commentaires. Mais je vais quand même me concentrer sur l'îlot principal de cette scène, la déclaration d'amour de Vakula, qui se trouve reprendre presque textuellement le texte de Gogol. Qu'ai-je à faire de ma mère, écrit Gogol. Et c'est dans la bouche de Vakula, le forgeron. Qu'ai-je à faire de ma mère? Tu me tiens lieu de mère, de père, de tout ce que j'ai de plus cher au monde. Si le tsar me faisait venir et me disait « Forgeron Vakula, demande-moi tout ce qu'il y a de meilleur dans mon empire et je te le donnerai, je te ferai faire une forge tout en or et tu forgeras avec des marteaux d'argent. » Non, dirais-je au tsar, je ne veux ni pierres précieuses, ni forge dorée, ni même tout ton empire. Donne-moi plutôt mon Oksana. Alors de quelle manière un air détachable, comme celui-là, peut se retrouver tout de même toujours connecté en continuité avec le reste? Déjà par le fait de ces accords dont j'avais parlé. Qui faisait partie au fond de l'expression d'Oksana. Donc ce sont ces accords qui soutiennent cette nouvelle mélodie. Ici donc. Et puis on peut vraiment pas dire qu'on ait des strophes et des couplets parce que chaque changement structurel se fait sur une modulation. Donc on est en mouvement vers quelque chose, si bien qu'on n'a pas l'impression que le discours est compartimenté, même s'il y a des retours de thèmes. Et puis alors l'harmonie module, puisqu'il dit si on me donnait ceci, cela, toutes ces modulations pourraient figurer tous les désirs de possession matérielle qu'on pourrait se figurer conduire vers le bonheur. Mais Vakula est un homme simple et il n'a qu'une idée vraiment en tête et il a de la suite dans les idées, c'est son Oksana. Et puis alors, il imagine que s'il devait répondre au tsar, non, eh bien c'est elle que je voudrais avoir et pas tous ces trésors que vous me feriez miroiter. Oui. On a vraiment des expressions qui me semblent rejoindre le meilleur de Puccini. Là, il y a une détermination qui a presque quelque chose de tragique, tellement elle est entière, tellement elle est franche.
ce sont les cordes avec la générosité mélodique typique de Tchaïkovski qui secondent l'éloquence du chanteur. Il dirait au tsar, donne-moi mon Oksana, et puis une magnifique note tenue, et puis c'est l'orchestre qui chante. C'est quand même pas vilain pour un opéra qu'on joue jamais. А я тогда скажу царю: царь-государь, мне ничего не надо. Царь-государь, мне ничего на свете не надо. Мне ничего не надо, ни золота, ни серебра, ни дорогого самоцвета. Дай мне, дай мне, дай мне одну Оксану. Мне ничего не надо, дай мне одну Оксану, одну Оксану. Vakula, le forgeron qui chante donc son amour pour Oksana dans Tcherevichki de Tchaïkovski. Oksana qui lui répond « Il est grand temps d'aller chanter des Noëls. Je commence à trouver le temps long. » Et là, je lis la nouvelle de Gogol. « Qu'elles aillent au diable, ma beauté !» Et elle « Comment donc, il y aura sans doute aussi des garçons, c'est là que nous allons danser. J'imagine toutes les histoires drôles qu'ils vont raconter. » Vakula « Alors tu t'amuses bien avec eux ?» Et elle de conclure « Mieux qu'avec toi en tout cas. » C'est quand même une adolescente et la musique nous le fait bien sentir. Et cette transition, c'est pour nous faire apercevoir Tchoub, son père, qui revient du bistrot malgré la tempête. Tchoub, le père d'Oksana. Justement, en fait, le motif d'Oksana qui revenait assez souvent comme une cellule souche, en fait, se retrouve génétiquement dans la première interjection vocale de Tchoub. Et tout ça est amené par des transitions habiles. Bien Bertrand Roulet, Tcherevichki de Tchaïkovski, désormais acte 2, scène 1. Nous sommes dans la maison de Soloka, qu'on avait laissé sur un balai, au milieu de la nuit, chevauchant avec le diable, pour cet épisode dont vous nous racontiez à quel point il était érotique. Ben oui, parce qu'en fait, dans le grand guide de Tchaïkovski d'André Lichke, il nous dit il y a des accents qui sont trop lyriques pour représenter le malin qu'on connaît bien sûr comme un personnage existant, et on voit que la musique ne correspond pas avec ce personnage célèbre. Mais non, en fait, Soloka est veuve, elle a envie de se divertir, elle aimerait bien peut-être qu'un jeune homme entre dans sa maison, et qu'est-ce qu'elle voit apparaître? Évidemment, on verra pas ce personnage, cette espèce de lutin en peluche avec un groin de cochon qui va sortir d'un tas de neige en s'ébrouant en disant « Coucou, c'est moi le lutin Godmichov ». Il va plutôt
Il va plutôt, comme dans un film érotique réussi, on doit faire un glissement depuis des cadres apparemment moraux, c'est-à-dire musicalement des carrures qui seraient censées nous vanter les joies saines du tricot ou des vendanges. Et alors c'est justement en partant depuis quelque chose qui a une connotation plutôt collective, donc au grand jour, que la musique va pouvoir exprimer cet entre-deux, cette marginalité, et on verra très crûment dans le texte, dans le livret, des allusions très érotiques. Voilà ce rythme de comptine, et voilà quand on commence sérieusement à dévier. Voilà de nouveau notre tonalité d'origine. On pourrait presque comparer ces entrées contrapuntiques à une architecture gothique avec pleine de tourelles, de gargouilles un peu griffues. On verra que c'est à la fois coquin et féerique, de même qu'il est plus facile d'imaginer un glissement vers l'érotisme dans un cadre du genre, je ne sais pas moi, le pensionnat ou le manoir des perversions, je ne sais pas personnellement. Plus que effeuillage dans un camp de nudistes. Vous voyez, donc cette carrure symétrique, elle est là pour qu'on puisse justement la contredire. Auditeur de musique en mémoire, Bertrand Roulet va vous le prouver. Alors je vous propose de faire ça micro ouvert dans l'extrait qui vient. Alors rythmiquement, tout ça, on retrouve Soloka passablement secoué par son expérience. J'ai perdu mon balai dans le blizzard. Séquence rythmique qui se resserre. Elle descendait lorsque, crac, son balai s'est brisé et elle a failli tomber. Mais lui aussi est tombé derrière elle. Resserrement, des séquences rythmiques. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et un peu, elle est quand même un petit peu fâchée contre lui parce qu'elle est tout endolorie. Il lui dit « Oh, ne monte pas sur tes grands chevaux !» Il dit « Pourquoi est-ce que tu crois que j'ai des cornes ?» Mais pour t'accrocher comme une marmite. Puis elle te dit, quoi, je te fais penser à une marmite ? Un beau morceau plutôt. On est fait l'un pour l'autre. Et puis il y a des accents un petit peu mélancoliques, sombres malgré tout. Vie nocturne marginale. On est fait l'un pour l'autre. On aime tous les deux passer par la cheminée. Bon. Fais pas donc la rabat-joie. Elle est épuisée. Elle se met à bâiller. Elle aimerait se reposer, mais lui, il y a un feu qui brûle dans ses veines. Sur des accents toujours un petit peu quand même sombres, mélancoliques, ambigus. Oui. Tu ne pouvais pas accorder encore un baiser à un petit diable. Et voyez la jonction maintenant du sens de la danse. La tierce qu'on avait vue. Ah bon, puisque c'est comme ça, alors bon, dansons le gopak, la danse ukrainienne. Allez, cornes et sabots de chèvre, hop, hop, hop. Allez, diablotin, au violon, aux flûtes et aux trompettes, que ça reparte.
Enfin, c'est une danse qui a quelque chose de plus horizontal, hein, si on veut vraiment se la figurer. Oui. Allez, on sautille, c'est reparti. Mais Soloka a des visiteurs. Et pas qu'un seul. Et le gopak qu'elle est en train de danser, c'est pas d'une nature à le montrer aux voisins. Là, il va y avoir un défilé de visiteurs, en fait. Hein. Donc il va falloir se cacher. Oui. Très courageux ce diable, ouïe ouïe ouïe. Là commence une nouvelle séquence dans cet acte 2, Bertrand Roulet. On dirait le défilé des amants dans le placard à balai, en quelque sorte. Même si chacun va aller dans un sac, en réalité. Oui, un sac à charbon. Oui. Avec cette remarque du diable qui est tout à fait peureux. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec ce personnage sur lequel d'ailleurs les théologiens ne se mettent pas d'accord, de Satan, etc. Non, c'est une sorte de lutin. Et alors, il voit une forme devant la porte, quelqu'un qui rentre, il dit « Si c'est pas un ours, ça doit être le maire. » Et alors effectivement, la musique là, elle rejoint un petit peu le domaine des pop avinés, truculents de Moussorski, avec une musique très archaïque et donc novatrice aussi. Le maire qui vient rendre visite à Soloka. Hein. Alors c'est le maire. Comme d'autres, on va les voir défiler. On pourrait presque dire, imaginez le syndic de Soloka qui est très il est très très gros nounours comme ça, et de temps en temps il a des accents un peu aimables et rondouillets. Donc c'est un notable. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Attiré par le charme de Soloka. Oh bah oui, il aimerait bien avoir une petite aventure. Oui. En fait, on va avoir un échantillonnage des principales castes de la société. Oui, on commence par le maire. Alors c'est imposant et officiel. Вот это снег! Вот погляди, как он засыпал капелюхи! Шел я делать моренухи, шел, и вдруг сама суди метелица, и в нос, и в рот, и в бороду, так и несет, так и несет. Никак затихло и посветлело. Si vous vous souvenez des épisodes précédents, le fait que Soloka s'exprime avec la tierce dont j'avais parlé. Alors, le pouvoir temporel, le maire, en représentant du pouvoir spirituel, arrive aussi. Qui a été censuré plus tard, on avait dit que c'était un instituteur, alors que dans la version originale c'est un sacristain. D'accord. Quoique les deux peuvent se cumuler, bien sûr. On écoute. Fonction. Alors non. Ah, je lis dans les soirées du hameau, donc cette nouvelle ukrainienne de Gogol, qui a donné lieu à ce livret de Tcherevitchki. Hein, il s'approcha d'elle, le sacristain donc, hein, il s'approcha d'elle, écrit Gogol. Tout sauta, découvrit ses dents, toucha de ses longs doigts le bras dodu de la belle et dit d'un air tout à la fois malicieux et content de soi, « Mais qu'est-ce que vous avez donc là, admirable Soloka ?» Et à ces mots, il fit un petit saut en arrière. « Comment cela, c'est mon bras, Ossip Nikiforovitch » répondit Soloka. « Oh, votre bras !» dit le sacristain sincèrement ravi de son début, et il marcha de long en large à travers la pièce. « Et là, qu'avez-vous là, très cher Soloka ?» prononça-t-il du même ton, tandis que de nouveau il s'approchait d'elle, lui posait légèrement la main sur le cou, puis sautait en arrière de la même façon. « Comme si vous ne le voyiez pas, Ossip Nikiforovitch, répondit Soloka. « C'est mon cou, et à mon cou il y a un collier. » Le sacristain parcourut de nouveau la pièce en se frottant les mains. « Et ce que vous avez là, incomparable Soloka,
Et qui sait ce que le sacristain serait encore allé toucher de ses longs doigts. Mais au même instant, on entendit frapper à la porte et la voix du cosaque Tchoub retentit. « Ah mon Dieu, quelqu'un pour nous voir !» s'écria le sacristain, saisi de frayeur. « Que va-t-il arriver si l'on surprend ici une personne de mon état ? Cela parviendra aux oreilles du père Kondrat. » Mais à la vérité, les craintes du sacristain étaient d'un autre ordre. Il redoutait surtout que sa moitié eût vent de l'affaire. Alors là, le traitement musical, Tchaïkovski utilise une sorte de psalmodie niaiseuse, digne d'un sketch de François Sylvain. « Jésus est avec vous, vos plantes vertes sont magnifiques », mais ça vient s'insérer dans le contexte plus improbable. Donc avec cette harmonie-là, et tout d'un coup, qui est évidemment parodique. Prêchi-prêcha, oui. Tout à fait. Et puis, c'est pas simplement une couleur générale de la scène, parce que Soloka répond avec des accents qui lui sont propres. Que fais-tu ici? Si ta femme l'apprend, elle sera furieuse. Je m'en fiche, je n'en peux plus de toute façon de cette vieille bique. L'orchestre d'ailleurs accentue ce côté mielleux. On vient de l'entendre, Bertrand Roulet. Et puis l'harmonie aussi. Oui. Boże mój, parole de sacristain. Les mains baladeuses, du point de vue musical, ça fait que quand on est tranquillement à faire ta, 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 ça devient... Et quand il y a des coups qui sont frappés à la porte et qui doit aller se réfugier dans un autre sac de charbon, ça devient... Parce que c'est Tchoub maintenant qui arrive et puis qui veut faire un petit peu de l'humour. Ah. Tchoub, le père de Oksana, la fiancée de Vakula, Vakula la fille de Soloka. Voilà. Gros paysan aviné. Qu'on va entendre arriver. Et puis qui fait un peu de l'humour. Ah alors Soloka, tu caches quelqu'un peut-être. Il se croit toujours seul dans son cœur. Suite du défilé des hommes chez Soloka, hein, et dans Tcherevitchki donc, mais aussi dans ces soirées du hameau de Gogol. Et je vous lis la suite de ce qu'écrit Gogol. Allons Soloka, donne-moi, dit Tchoub donc. Allons Soloka, donne-moi à présent une goutte de vodka. Je crois bien que ce maudit froid m'a gelé la gorge. C'est une fameuse nuit de Noël que Dieu nous envoie là. Ah, tu aurais vu, tu entends Soloka, tu aurais vu. Et j'ai les mains tout engourdies, pas moyen de déboutonner ma police. Tu aurais vu cette tempête qui se levait. Ouvre, entend-on crier dehors, tandis que l'on cognait à la porte. On frappe, dit Tchoub en s'immobilisant. Ouvre, crie-t-on plus fort. C'est le forgeron, dit Tchoub en saisissant son bonnet. Écoute, Soloka, mets-moi où tu voudras. Pour rien au monde, je ne veux être vu de cette brebis galeuse. Qu'il lui vienne en aide à ce fils de diable, une cloque, grande comme une gerbe de blé sous les deux yeux. Soloka, effrayée, elle aussi, courait çà et là comme une folle. Ne sachant plus ce qu'elle faisait, elle fit signe à Tchoub de se cacher dans le sac où se trouvait déjà le sacristain. Le pauvre sacristain n'osa même plus tousser ou se racler la gorge pour manifester sa douleur, lorsque le lourd paysan vint s'asseoir en plein sur sa tête, ou presque, et lui encadra les tempes de ses bottes gelées par le froid du dehors. Mais Tchaïkovski n'est pas en reste pour accompagner les passages humoristiques du texte, notamment dans la chanson que le sacristain dédie à Oksana. Une femme s'enticha du diable, elle s'entendit à merveille avec lui.
Ô pauvre de moi, je me vautre dans le péché, mais je te courtise en vain, ô Soloka. Et tout ça se fait sur des accents plaintifs et des modes savoureux. Qu'on va écouter pour patienter jusqu'à demain la suite de votre analyse de Tcherevichki, cet opéra de Tchaïkovski. Как попало, дарит колотушками, кочергой, сковородой и подушками. Я смиренный молчу, отвечать не хочу. Ох, люди мне во грехах погрязающую. Ох, горе мне, тщетно тебя, Солоха, на пиршество любви призывающую. Чтоб ему собаки глотку замело, чтоб ему собаки глотку замело, только что спустилась крах, сломилась, помела, чуть я не свалилась. А проклятый этот бес так наехал, так налез, так разгорячился, что и сам свалился, так разгорячился, что сам свалился. Я в трубу, он в трубу, я в избу, он в избу. Эдак не годится. Нечего сердиться. Не годится, да, потому что глупо, потому что я для тебя не стопа. Я рогат, как ухват, а когда ухват хватает? Ну, когда в печь горшки сажает. Не что я печеный горшок. Ну, так чарочка для подарочка. Вот ты, милая кума, посуди-ка ты сама, уши мыль с тобой. Да не парочка, ты в трубу, я в трубу, ты в избу, я в избу. Что ж ты заупрямилась, ты не баба-яга, костяная нога. Больно я
Поцелуй мухартика, приказного чертика. Приказная строка. Ce nouvel extrait de Tcherevichki, Ces souliers de la tsarine, opéra de Tchaïkovski que nous redécouvrons ou que nous découvrons grâce à vous cette semaine. Bertrand Roulet, merci beaucoup de votre visite ici, de votre savoir pianistique, musical, de l'analyse de la partition. Merci à Gérald Diestan pour sa réalisation cette semaine, à Isabelle Watson pour son assistance à la production. C'est une proposition de Jean-Luc Rider. À demain pour la suite et pour la fin. Il est 15h.